Il y a plusieurs éléments pour scaler un business. Il faut que le business il soit founder market fit. Ok, Mhm. c'est-à-dire qu'il le scale de la manière dont il est aligné avec, par rapport à son type d'énergie. Du coup, en 3 mois, on a fait passer son business de ses premiers 30 000 à moi, quand j'ai arrêté l'aventure, au bout de 3 4 mois, on faisait 70 000 euros par mois, quoi. Parce que vitesse, brute d'implémentation, il a une idée, c'est testé dans la journée. Et la feedback loop, elle est rapide. On sait vite ce qui marche pas. Et on peut vite, du coup, se concentrer sur ce qui marche. Et du coup, le marketing, c'est pas le plus important. Et je le vois tous les jours, parce que il y a des gens qui sont nuls, vraiment nuls en marketing, et ils aiment pas ça, ils ont pas de compétences, et qui font 30 000 par mois, tu vois. Si je dois te dire un truc qui va tuer les boîtes, c'est... Salut Xerius. Salut Fred, merci de Merci m'accueillir. d'avoir répondu présent. T'es le premier qui passe en interview sur cette chaîne. Donc, Ok, j'allais te demander justement combien voilà, je la suis chaîne, là, mais premier. tu es le parrain. Tu es le parrain de la chaîne. Voilà. Trop bien. Bah écoute, Écoute, c'est avec plaisir d'être le premier. ah ben, c'est cool. Merci en tout cas. Et je te propose, si tu veux, dans un premier temps, peut-être pour ceux qui te connaissent pas encore, que tu te présentes en quelques phrases. Ouais, je m'appelle Xerius. Pendant plusieurs années, j'ai été et je suis toujours CMO, donc directeur marketing. CMO, ça veut dire Chief Marketing Officer, à temps partiel pour plusieurs entreprises en ligne, donc des entreprises de coaching et de formation en ligne. Et au fur et à mesure du temps, cette activité m'a permis de pleinement très bien vivre de l'opportunité Internet. Et avec le temps, j'ai lancé un deuxième business, une deuxième activité, euh, dans laquelle j'accompagne d'autres personnes à faire comme moi. Puisque je me suis rendu compte qu'il y avait une très grosse demande de la part des entreprises qui voulaient un mini Xarius ou tout le monde disait mais je veux un mini Xarius et moi je pouvais pas les prendre. Je pouvais pas les prendre parce que de par la nature de mon activité, je je suis bloqué en fait dans ma capacité à prendre des clients. Je peux travailler entre 2 et 4 5 clients maximum puisque je travaille de manière très personnalisée avec un service haut de gamme Mm. et du coup, je me suis dit, ok, bah très bien, je vais former des gens à faire ce que je fais et comme ça, je mettrai en relation ces personnes avec avec la demande, avec les personnes que j'aurais formées. Et c'est ce que je fais. Aujourd'hui, du coup, j'ai deux activités, celle de directeur marketing pour des entreprises à temps partiel et celle de Willever, Willever.fr, donc, euh, qui veut dire en fait, Willever, se dire oui, c'est on. Et lever, c'est leverage. Donc en fait, ensemble, on fait levier sur les boîtes. Et du coup, Willever, c'est un collectif de marketeurs qui font levier sur les boîtes pour les accompagner à scale. Carrément. Bah, d'ailleurs, c'est là où on a appris à se connaître. Parce que je suis passé par toi pour monter en compétences et j'y suis encore parce qu'il y a une bonne ambiance et on apprend toujours de nouvelles choses. Donc voilà, je témoigne. Ouais, trop Donc, bien. Ouais, merci. bah, merci de t'être présenté. Donc, pour ceux qui connaissent aussi, tu as participé parce que tu as une chaîne YouTube Brain and Bullshit avec Jérémy Coleman, qui a été, je crois, ton premier gros client hein, en tant que CMO, tu me J'en, confirmeras. j'en ai eu un, j'en ai eu un qui était plus gros à l'époque, Ok, avant, ok, qui lui a officiellement été mon premier. Euh, En 3 mois, ensemble, on est passé il venait de lancer son activité. Euh, En 3 mois, il était passé de 0 à 30 000. Il avait besoin d'un bras droit marketing. Il n'y avait pas vraiment ce terme-là à l'époque, hein. C'était pas spécialisé bras droit marketing, mais c'était essentiellement la même chose. C'était en 2000, 2020, je pense, 2019, je sais plus, 2020 peut-être. Et cette expérience, du coup, en 3 mois, on a fait passer son business de ses premiers 30 000 à moi, quand j'ai arrêté l'aventure, au bout de 3 4 mois, on faisait 70 000 euros par mois, quoi. Donc en 3 mois, le gars a explosé. Et ensuite, il a fait plusieurs millions de son côté.
Donc, il a continué sa croissance jusqu'à un moment donné où j'ai l'impression que ça a explosé en vol. Et c'est la raison pour laquelle, au bout de 4 mois, je suis parti. C'est que je savais que j'étais pas aligné. Une trop grosse croissance. La qualité de service n'était pas présente. Et ça, Ouais. c'était mon premier client dans le marketing, hein, je crois. Ok. Gros client. Ok, bah tu vois, je l'apprends. Comme quoi, je pensais te connaître, mais Ouais. on connaît à jamais assez bien. Ok, cool. Ouais. Et donc toi, bah, particulièrement, tu accompagnes justement les chefs d'entreprise à scaler leur business, à passer d'un état à un autre qui est généralement plus gros. Et si en vrai, vraiment pour schématiser, hein, si tu avais une feuille de papier A4 devant toi et que tu devais m'expliquer comment on fait pour scaler un business, qu'est-ce que tu marquerais dessus? J'adore cette question en plus puisque j'aime bien les équations, tu vois. J'aime bien les Ok. équations et je trouve que ça simplifie beaucoup de choses. Ouais. Qu'est-ce que je noterais? Je noterais du coup une équation. Une équation simple. Un business, euh, il y a plusieurs éléments pour scaler un business. Il faut que le business il soit founder market fit. Ok? Mhm. C'est-à-dire qu'il le scale de la manière dont il est aligné avec, par rapport à son type d'énergie. Ok. Il Ouais. faut que l'offre elle soit product market fit. Ouais. C'est-à-dire que elle réponde exactement à ce que veut le marché, Mm. que le marché se dise c'est absolument ça que je veux et qui bégaye pour te donner leur argent. Mm. Euh, Genre, tu sais, la fameuse image de shut up and take my money, tu vois, genre, allez, vas-y, s'il te plaît, donne-moi ton produit, là, j'en peux plus d'avoir cette douleur. Ok. Donc, ça, c'est les deux éléments pour moi essentiels. Si t'as pas ça, c'est possible de scaler, mais dans le labeur, dans la souffrance, et vraiment, ça va être beaucoup plus difficile. Ok. Soit, si t'as pas le founder market fit, tu vas scaler, mais tu vas souffrir, puisque du coup, t'as un business qui est pas fait pour toi, qui est en profond désalignement. Ouais. Si t'as pas l'offre, tu vas galérer à vendre et chaque vente va être une bataille en fait. Mm. Ok. Donc c'est vraiment les deux éléments. Pour moi, tout le reste, c'est c'est l'exponentiel, c'est au carré, tu vois. Donc en gros, t'as offre fois founder market fit au carré et le carré ou la multiplication, je multiplierais par il te faut du trafic. Ouais. Il te faut du trafic, il te faut des yeux pour voir l'offre et pour voir l'énergie du fondateur. Et là encore une Ok. fois, je donne la strat. Pour moi, c'est la strat que, enfin, c'est ce que je noterais sur une feuille A4 dans le cadre d'un business de coaching où c'est de la personal brand, etc. quoi. C'est pas pour tous les business, hein. Ok. Donc t'as une bonne offre, t'as le founder market fit, t'as du trafic qui voit cette offre et le dernier élément essentiel, c'est euh, c'est d'avoir une équipe de sales de tueurs. Ouais. Une équipe de sales de tueurs. Tu vois, je mets même pas de marketing, je mets même pas d'opération, euh, et je mets pas de produit. Parce que c'est Ok. pas trois choses qui vont te permettre de scaler. Par contre, c'est trois choses qui vont te permettre de maintenir la croissance, de faire en sorte que tu exploses pas en vol, tu vois. Typiquement, la personne dont je parlais au début, elle a explosé en vol parce qu'elle avait pas justement ni le bon marketing à la fin, ni les opérations, Mm. ni un bon service. Ok. Donc ça te permet, mais pour vraiment le scaler, c'est ça. C'est du coup, si je résume, founder market fit, offre, trafic et sales. Je te mets Ok. ces quatre mots, t'en fais une équation et t'as un business qui a le potentiel d'avoir une vraie belle croissance facile, sans compétences en marketing, sans galérer, sans compétences en opération et limite même sans avoir un bon produit dans un premier temps, sans avoir de témoignage. Et en fait, si t'as pas ces quatre choses, tu vas essayer de compenser. Tu vas essayer de compenser en marketing. Tu vas essayer de compenser en faisant des promesses toujours plus grosses. Euh, si t'as pas ces quatre choses, pardon, que j'ai citées. Ok. Et du coup, le marketing, c'est pas le plus important. Et je le vois tous les jours, parce que il y a des gens, des entrepreneurs que j'accompagne, qui sont nuls, vraiment nuls en marketing, et ils aiment pas ça. Ils ont pas de compétences, et qui font 30 000 par mois, tu vois. Ouais. Et je pense que maintenant, t'en connais aussi. Oui, oui, il y en a, c'est des anomalies, enfin, on sait pas pourquoi, mais il y a ça.
Après, je pense qu'effectivement, après, si tu veux passer à un palier, il faut quand même te structurer et que tu aies un bon produit, parce que sinon tu vas pas durer et tu vas avoir trop de réclamations et ça va. La mauvaise réputation finit par arriver quand même, même si on arrive à enlever des mots-clés sur Google, nom du créateur plus arnaque. Des fois, tu vois, ces lignes ont été supprimées à la demande du propriétaire. Donc, à un moment donné, la mauvaise réputation finit par arriver quand même. Donc, Ouais, c'est clair. donc, sur le long terme, il faut que tu la vends. Ça, ouais, si tu veux durer, ça c'est encore une autre équation. Du coup, si tu veux durer, tu rajoutes marketing, évolution, c'est-à-dire changer par rapport, parce que Ouais, du coup ton market fit il va changer avec le temps. Opération, bon produit, team, enfin bon, tu rajoutes plein de trucs du coup. ouais, bien sûr. Et ça tient plus Oui, sur une feuille à 4. c'est à 3 après. Ça me fait. Ah, c'est ça. Oui, moi, il y a un truc, je pense aussi, tu vas me dire ce que tu en penses, mais je pense qu'il y a le dénominateur vitesse aussi, où je pense il y en a, ils restent trop dans la réflexion, dans le process qui est très long de réflexion, alors qu'en fait, je pense que si on veut scaler quand même, il faut aussi être agile et aller vite, tu vois, essayer, ça marche pas, on coupe, on relance, tu vois, et faut pas hésiter aussi je pense, à aller vite, quitte à ce que ça marche pas et revenir en arrière. Mais je constate parfois qu'il y a trop de lenteur dans les entreprises et moi, c'est mon cheval de bataille un petit peu. Ouais, bah, tout à fait. Mais en fait, le truc c'est que c'est 100% ce que tu dis. Le truc c'est que la vitesse c'est plus important. C'est le plus important. Et du coup, je l'ai pas mis dans l'équation. C'était un peu le haut carré, tu vois. Genre, tu veux que ça explose, du coup, bah forcément. Mais Ok, c'est effectivement, bon. en fait, il y a beaucoup de gens qui, qui veulent un truc, mais qui se donnent pas les moyens de l'avoir. Genre, je veux une boîte qui scale. Mais en vrai, ils ne savent pas ce que ça demande. C'est-à-dire que, typiquement, tu prends l'exemple de Jérémy. Jérémy il s'est donné les moyens d'avoir cette boîte. Parce Mm. que, vitesse, brute d'implémentation, il a une idée, c'est testé dans la journée. Du coup, la feedback loop, elle est rapide. On sait vite ce qui marche pas. Et on peut vite, du coup, se concentrer sur ce qui marche, tu vois. Genre, Jérémy, lui, il passe sa vie à acheter des spaghettis au mur et voir ce qui colle, tu vois. Vraiment. Mm. Ouais. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Ouais, t'as raison. Et qu'est-ce que justement les entrepreneurs, ils prennent le moins en compte? Qu'est-ce qu'ils prennent le moins en compte? Mm. Je veux dire, le truc auquel ils pensent pas du tout, alors qu'en fait, c'est super important, en fait. Hum, bonne question. Si on doit amener un peu plus de spécificité, tu veux dire de manière générale, quand je regarde les patterns que je peux voir chez les entreprises, chez les entrepreneurs, euh, ouais, qu'est-ce qu'ils prennent pas en compte? Il y a plein de choses qu'ils prennent pas en compte. Euh, je pense que, genre, si je dois dire un truc qui va tuer les boîtes, je dirais que c'est de rester avec des équipes du début parce que t'es émotionnel à les faire partir, alors qu'elles ne servent plus l'intérêt de l'entreprise. Mm. Ok. Ça, c'est un truc, c'est très dur d'ouvrir les yeux dessus, qu'on vit tous en plus, Ouais. que c'est facile d'expliquer pour quelqu'un d'externe comme nous, mais c'est très dur quand tu dois le vivre, tu vois. Oui. Il y a des personnes qui sont très humaines et elles s'attachent beaucoup à l'humain et c'est tout à leur faveur, enfin, à leur honneur. Mais effectivement, parfois, ça peut te desservir, quoi. Où tu es biaisé en fait, tu pas à reconnaître que telle personne en fait n'est plus une aide, mais un petit boulet que tu traînes malgré toi. Ouais. Mais le truc, c'est que la vision évolue, tu vois. La vision évolue. Ouais, Tu peux être la bonne personne pour un stade, pour un palier, plus être la bonne pour l'autre. ouais, Et c'est ok, tu vois. Genre, je pense qu'il faut laisser les gens partir et tout. Mais ça, c'est ouais. quelque chose qui est très, très difficile à voir et à faire ensuite. Mm. Oui, oui, non, mais c'est jamais facile. Enfin, en tout cas, pour les gens qui ont un côté humain, justement, enfin, laisser partir quelqu'un ou lui demander de partir, ça peut être difficile. Alors, au contrario, pour certains, c'est très très facile, mais là, on part dans un extrême, quoi.
Ok. Ouais. Je te fais juste une petite pause dans cette interview. Si ça t'intéresse, j'ai fait une fiche qui récapitule les grands enseignements de cette interview et de toutes les pépites que Xerius nous a partagées. Tu peux la retrouver dans la description, c'est le premier lien. Ouais. Ok, et si on fait un petit focus sur ce que tu as mis en place avec Jérémy et le CA que vous êtes en train d'atteindre là. Je crois que Jérémy nous disait dans une de ses dernières publications, je sais pas si c'était le mois dernier, où vous avez 400 000 € encaissés. Donc on commence à être sur des jolis chiffres. Euh, Toi, quand tu es arrivé, la société elle faisait combien? C'était au début, non? Enfin, il était à quoi? 20 000 par mois? Ouais. Ouais. Ouais, c'était ça. En moyenne, ouais. En moyenne, c'était dans les 20 à 25 000 par mois, en faisant Ok. pas d'appel de vente, Ouais. du setting, du setting à la main, comme ça. En gros, ils closaient 5 personnes par mois sur une offre à 5 000, tu vois. Ou 10 sur une offre à 30 000, Par mais message. vraiment par Ouais. message, vraiment avec, avec les moyens du bord, quoi. Ok. Bon, Bon, ils faisaient déjà beaucoup plus de chiffres que la plupart des gens, juste en faisant c'est ça. c'est clair. Et par message. Ouais, c'est un ovni, c'était un ovni sur ça. Faudrait peut-être que j'interviewe un jour et qu'il nous explique comment il faisait ça, mais ok. Ok. Donc, bah, ça, Et c'est sa, sa grande force, en fait. Et au ouais. final, je me rends compte que, je t'expliquerai après comment on a scale le business, mais si je peux dire si je peux donner un élément ici, c'est que on a scale le business d'une manière très unique, parce que Jérémy est très unique. Et du coup, on a scale le business par rapport à ses forces initiales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est nul là où on était déjà nul avant. Je te donne un exemple. Ouais. Euh, Jérémy, il était pas fort pour closer rapidement. Il aimait pas les appels téléphoniques et tout. Ok. Aujourd'hui, quand tu regardes le temps de closing moyen, on n'est toujours pas fort pour closer rapidement. Mais du coup, Jérémy, il était très fort pour mes messages, follow-up et tout. Aujourd'hui, Mm. on est les meilleurs en France sur ça, tu vois. Ouais. Mais parce qu'en fait, du coup, avec le scaling, les forces sont devenues des avantages concurrentiels. Et les faiblesses, on s'est pas vraiment concentré dessus, parce que à chaque fois qu'on essaye, on n'y arrive pas, tu vois. Genre, vaut mieux se concentrer sur développer une force que essayer de combler une faiblesse qui n'est pas dans tous les cas naturelle pour nous, quoi. Ouais. Non, mais après, de toute façon, je pense que ça va avec sa personne et son positionnement aussi, où il est quand même diamétralement, enfin, frontalement opposé aux surpromesses de l'industrie. Et lui, il le dit clairement qu'il veut être là pour longtemps. Ceux qui font des grosses promesses, généralement, c'est des gens que tu vois passer et puis ils prennent leur argent, ils font tout leur mécontent et puis ils disparaissent. Et puis ils essayent surtout de disparaître vraiment qu'on les retrouve plus. Parce qu'ils doivent de l'argent à beaucoup Ouais. de monde finalement. Mais ouais, ok. Et donc, quand tu l'as rejoint, il faisait 20 000 € par mois, tout seul. Il vendait à 4-5 clients par message. Qu'est-ce qui, du coup, bloquait l'entreprise avant que tu arrives? J'ai une petite idée, mais je te laisse la dire. C- Bah, c'est ce qui bloque ce type d'entreprise. En fait, au même stade, c'est tout le temps le même pattern, hein, depuis toujours. C'est un peu aussi du coup ce que je vous transmets dans la Wheelever, c'est les enjeux, c'est les mêmes, c'est les mêmes et je vais expliquer, hein, je vais expliquer. Mais ça me faisait rire. Ça me fait rire que, au final, c'est toujours les mêmes. Donc, l'enjeu, numéro un, c'était que il vendait lui-même, déjà. Déjà, goulot d'étranglement, il pouvait peut-être vendre à 5 10 personnes par mois. Mais si on voulait passer à 100, ça bloquait quand même. Hmm. Euh, il avait des croyances limitantes, ce qui est normal, tu vois. Genre, comme bah, tous les entrepreneurs à ce stade, tu te dis, il y a que moi qui peux vendre. Tu te dis, Euh, déjà, genre, il connaissait pas le modèle VSL, appel de vente et tout. Tout ça, c'est Ok. quelque chose que au tout début, moi, c'est la raison pour laquelle on a commencé à bosser ensemble, c'est que j'avais une connaissance dans tout ce qui était tunnel de vente, pub, etc. initialement, et Ok. j'avais développé cette connaissance avec d'autres business que j'avais pu lancer avant. Et, et donc, initialement, ça, c'était vraiment la grosse, la grosse valeur que j'ai pu apporter. Et, et du coup, bah, ensemble, tu vois, on discutait, on a échangé, on a beaucoup échangé en ping-pong
Euh, on a, il a pris conscience que quelqu'un d'autre pouvait vendre. On a commencé à changer de stratégie, du coup, et on s'est dit, OK, le mois prochain, on met en place des appels de vente. Je me souviens, le premier jour où il a fait, il avait des croyances sur ça parce que, déjà, genre, il était contre les appels de vente dans son marketing. Donc, en plus de ça, tu vas contre ce que tu disais, contre ton ennemi commun, de base, tu vois. Ouais, l'ennemi que tu pointais Et du doigt. exactement, ouais, c'est ça. Tu pointais ça et après tu le fais. Euh, et le mois d'après, quand on a mis en place du coup des appels de vente, du coup on a sorti germer du goulot d'étranglement, on a fait 50 000 juste avec en changeant de modèle. Ok. On n'avait rien changé de plus. Hein. C'est lui qui faisait les appels au début? Non, j'ai jamais fait d'appel. Ok. Juste on en a fait, tu vois, mais quand on quand en situation de crise, tu vois, Ouais. pas pas sur le modèle de base. Non, non, directement on a mis en place des closers, on a recruté. Ok. Et voilà, je dirais le premier goulot d'étranglement, du coup, c'était vraiment la capacité à sortir Jérémy de la vente. Ok. Ok, très bien. Il y a un tout petit lag dans la discussion, mais je suis sûr que Riverside va faire des miracles. On verra. Et, euh, et du coup, je me demande quelle est la première décision difficile que vous avez dû prendre pour atteindre le premier million. Le premier million, si tu le décomposes, c'est 83 000 par mois. Hmm. 83 000 par mois. Je me souviens on a longtemps été bloqué à 50. C'est-à-dire que de 20, 30 à 50, c'était quand même assez facile. Juste mettre des closers. Bon, Ouais, jusque là, ça va. Après, évidemment, il y avait plein de chantiers. Il y avait plein de chantiers. Il y avait des chantiers de tech. Il y avait des chantiers d'équipe. Justement, bah, le problème de tout à l'heure, virer des gens. Donc, quand je suis arrivé, j'ai foutu le bordel dans la boîte. Je hmm, suis arrivé tout frais, à fond. J'avais des choses à me prouver et tout. Les gens qui étaient là, ils ont tous fini par partir. ouais, Euh, Parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient là, et c'était confortable. Mais ça freinait la boîte. Et nous, on avait envie de croissance. hmm, Du coup, euh, ouais, je pense que des décisions difficiles, c'est se séparer de gens. Franchement, c'était pas évident. hmm. Mais je pense que ça a été libérateur. Deuxième décision difficile, c'était choisir les bons outils qui vont permettre la croissance. Franchement, ça paraît pas difficile comme ça. Enfin, ça Ouais. paraît simple, Vas-y. simpliste, Ouais. même basique. Mais putain, choisir les bons outils qui vont être les bons à 300 000 par mois, bah, en fait, c'est pas évident. On en a fait des erreurs. Il y a plein d'outils que je déconseille maintenant. Et parce que je sais qu'ils tiennent pas la croissance. Ils sont pas fiables quand t'amènes de la croissance. Et ouais, parce que la croissance, en fait, c'est quoi de la croissance? C'est aller jusqu'à la limite du système jusqu'à temps qu'il casse. Et quand il casse, Ouais. c'est le réparer. Du coup, on est, du coup, il y a certains outils, leur limite, elle était pas très haute, quoi. Hmm. Comme quoi, par exemple? Si t'es pas forcément obligé de citer la marque, mais tu peux me donner un exemple. Enfin, si tu veux citer Bah, la marque, vas-y. ouais, non, je vais citer. Moi, je déconseille Lead Pages à tous ceux qui veulent scaler, tu vois. Genre, c'est juste pas fait pour ça. Euh, je, je, dé- je le conseille pour un petit créateur et tout. Et si tu veux commencer à avoir une boîte que tu scales pour faire un A/B test, c'est l'enfer. Ça casse tout. Enfin, c'est pas fiable. Tous les liens sont cassés. Enfin bref. Typiquement, ça c'est un truc que je déconseille quoi. Après, Ok. ActiveCampaign, ils ont augmenté leur prix. Genre maintenant, c'est aberrant. Euh, Ils développent de l'IA qui sert à rien. voilà. Donc Hmm. c'était bien avant, je le recommandais. Maintenant, ça commence à partir en couille. Hmm. Et ouais, je vais pas tous les faire, mais voilà, il y en a déjà deux qui, si vous les évitez, ça va vous éviter des nuits à Ouais. vous arracher les cheveux. Bon, je bosse sur ces deux outils-là, je les ai conseillés à mes clients.
Va peut-être falloir que je revoie ma copie à terme. Mais pour l'instant, ça va. Mais effectivement, à haut volume, peut-être qu'on changera. Ouais, en Effectivement. fait, le truc, c'est que si c'est toi qui fait les, qui va faire les migrations, bah, en fait, Ouais. c'est ton problème. Donc, c'est ça qui est chiant. C'est que, au final, l'entrepreneur, quand il a un marketeur, un bras droit marketing, un directeur marketing, tu vois, bah, lui, ça lui change rien en soi, puisque il te paye pour avoir un résultat, et Mm. il s'en fout de ce qui se passe au milieu, des outils et tout. Mais toi, ça change ton boulot, et ça change ton efficacité et tout ça, quoi. Non, mais c'est sûr que lead page, si tu commences à avoir plusieurs tunnels, c'est. Voilà. À chaque fois, il me demande des feedbacks, qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer? Pas le nouveau truc que vous avez sorti, je voudrais un builder de tunnel en fait. Ça fait des années que je leur demande. Enfin, je suis rien moi, mais à chaque fois qu'ils me demandent, je leur dis quoi. Mais bon, c'est ok. Et toi, du coup, si tu devais résumer ton rôle à l'intérieur de KP ou de tes différents clients en une phrase, ce serait quoi du coup ton rôle? Bonne question. Mon rôle, c'est de décharger le dirigeant euh, sur tout ce qui est en lien avec de la croissance. Ouais, je dirais que c'est ça en une phrase. Je peux ajouter plein de trucs derrière, mais Oui, oui, une non, non, phrase, bien ça sera sûr. ça. Donc, décharger le dirigeant de tout ce qui est en lien avec la croissance. euh, Comme quoi, par exemple? Euh, Bah, comme les prochaines actions à mettre en place pour aller chercher plus de chiffre d'affaires, les actions à mettre en place pour stabiliser le chiffre d'affaires, les campagnes marketing, les nouvelles publicités à sortir, Hmm. les tests des tunnels de vente, la gestion des différents prestataires marketing, le retour sur investissement, euh, la capacité à piloter un retour sur investissement ads, euh, les problèmes techniques Hmm. liés, liés à la boîte, sur tout ce qui est marketing. Et ensuite, faire un travail de conseil Ouais. lors des périodes de doute, Hmm. être garant de l'efficacité de l'équipe et de la culture de l'entreprise interne, Hmm. anticiper le futur. Ça, c'est une grosse valeur, c'est anticiper quel va être le prochain virage stratégique. Et moi, je pense que c'est déjà pas mal. Non, mais c'est pas mal. Et puis, je voulais rebondir sur ça, mais il y en a un que tu as cité notamment qui est être le conseil qu'on peut amener quand ça va mal. Et c'est vrai que ça fait partie pour moi, je pense, des éléments sous-cotés. Typiquement, c'est pas un truc que tu mets dans ta proposition commerciale quand tu rencontres un dirigeant. Tu lui dis, je serai là pour t'écouter quand ça va mal, mais ça a énormément de valeur parce que souvent, il se retrouve tout seul à prendre des décisions. Certaines, elles ont, par exemple, des conséquences qui peuvent être graves sur l'entreprise, déjà sur leur bien-être mental et également sur l'entreprise. Et c'est vrai que, enfin, moi, je suis un petit peu comme toi, j'essaie de me positionner vraiment à ce niveau-là et d'avoir ce rôle de bras droit, de l'épaule sur qui se reposer quand parfois c'est compliqué, quoi. Et ça, c'est Hmm. vrai que ça a pas vraiment de prix. Ouais, c'est clair. Bah, en fait, c'est simple, hein. Euh, Tu regardes la pyramide, tu regardes une pyramide. Ouais. En haut, une pyramide, c'est une entreprise. En haut de cette pyramide, t'as le dirigeant qui impulse une vision, qui regarde le soleil ou la lune, il a sa vision. Mm. Et en dessous, t'as toutes les personnes qui vont du coup bah, exécuter pour cette vision, etc. Déjà, ce que tu peux regarder sur cette pyramide-là, c'est que le dirigeant, en haut, il est tout seul. Ok. Mm. Du coup, il doute, il est tout seul, et sait pas quelle décision prendre. Il est pas compétent sur tout, mais il a une vision. Et d'avoir quelqu'un qui l'écoute et qui le considère vraiment, c'est une valeur extraordinaire pour lui.
Et pour ça, il faut qu'il le vive. C'est-à-dire qu'il est pas prêt, comme tu dis, à le payer avant de l'avoir vécu. Mmh. Donc ça, déjà, ça crée un lien unique. Et deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que, tu vois, cette pyramide, dans la plupart des business en ligne, elle est inversée. Elle est comme ça, tu vois. Ouais. Elle est inversée. Et tout le monde se repose sur le dirigeant. Et le dirigeant, il se retrouve à avoir la tête sous l'eau, dans le sable, là, tu vois, comme une autruche. Mmh. Et du coup, en tant que bras droit, marketing, nous, ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte que cette pyramide, elle reste droite et qu'elle ne se retourne pas avec tout le monde qui se repose dessus. Et donc, du coup, bah, ça va être de coacher les personnes de son équipe pour justement qu'elles soient autonomes, qu'elles soient proactives et du coup qu'elles soient en mode intrapreneur. Enfin, ça, c'est le terme que j'aime utiliser pour décrire ce qu'on fait, c'est qu'on est des intrapreneurs. Et du coup, on prend des initiatives au sein de l'entreprise comme si c'était la nôtre. Ouais, exactement. OK. Et du coup, qu'est-ce que ah, tu as balancé plein de trucs et je cherche dans mes notes parce que je n'ai pas assez bien préparé cette interview. Mais attends, Peut-être. je vais trouver ma question suivante, elle est écrite là. Oui, si, c'est ça. Selon toi, est-ce qu'il y a des signaux qui indiquent qu'en fait une entreprise n'est pas prête à faire une ultra croissance? Ouais, plein. Il y en a plein. Les trois principaux alors, dans ce cas. Les trois principaux, le dirigeant n'est pas prêt. Le dirigeant n'est pas prêt. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le dirigeant n'est pas prêt? Donc si du coup, si tu ressens sur le dirigeant, si tu ressens sur le dirigeant, c'est que il a pas envie de le faire. Premièrement, genre quand il a pas envie de le faire profondément. C'est-à-dire que si le dirigeant il suit des injonctions ou il faut qu'on fasse ça parce qu'un tel a fait ça et que du Hmm. coup je pense que j'aurai de la valeur quand j'aurai Le fait ça. why. Le why. Ouais, exactement. Ça c'est un red flag. Hmm. C'est un red flag absolu. Euh, Deuxième red flag. Imaginons qu'il y a le why, qu'il y a l'envie. Qu'est-ce qui fait que l'entreprise n'est pas prête à faire de la croissance? C'est qu'il y a de la lenteur. Il y a de la lenteur. Ouais. Il y a de la lenteur dans l'exécution, il y a de la lenteur pour mettre en place une vision. Si toi, en tant que dirigeant, déjà, t'es lent, tes équipes, elles sont lentes, et du coup, t'es pas prêt à faire de l'hyper-croissance, hein. Puis, ou même juste de la croissance, en fait. Ou La alors, tu vas pas réticence à réussir ce que déléguer. La réticence à déléguer, j'ai l'impression que c'est le défaut du perfectionniste qui veut que ce soit vraiment bien fait. Et la réticence à déléguer, c'est ça qui entraîne, je pense, la lenteur et c'est mon cheval de bataille en ce moment. Ouais, la réticence à déléguer, c'est chaud. En plus, je pense que le fait d'être réticent à déléguer, du coup, ça te pousse, c'est un cercle vicieux. Ça te pousse à avoir des personnes qui sont nulles, du coup, parce que les gens qui sont forts, ils ont pas envie que tu contrôles tout derrière ou que tu leur fasses comprendre que tu ferais mieux qu'elle ou quoi, tu vois. Mm. Ils ont envie de faire un travail à leur manière et peu importe, le résultat, il est là, tu vois. Ouais. Du coup, si tu sais pas déléguer, tu vas tirer que des nuls et tu vas te dire, ouais, mais voilà, voilà. Bah, les gens, ils sont nuls, donc voilà, c'est pour ça que je passe derrière eux. C'est la faute à, c'est qui? C'est la poule ou l'œuf, tu vois. Je suis un tiré que de nul. Mais oui, malheureusement, ouais, on attire ce qu'on veut attirer, quoi. C'est ça le truc. Mm. Ok, ok, c'est Et intéressant. la troisième chose, je dirais ne pas être à l'aise avec l'argent, Mm. je pense. Ça, Ok, c'est quelque chose qui est, en fait, c'est sous-coté. ok, La raison pour laquelle on a réussi à faire ce qu'on a fait avec Jérémy et qu'il y a très peu de gens qui arrivent à le faire, c'est parce que la plupart des gens, au départ, putain, j'ai trop d'idées. Attends, faut que je me note une idée pour en parler tout à l'heure.
Euh, Ouais. ah non, non, c'est pas grave. Mais en gros, au départ, tu te mets en mode attaque, ok? Tu te mets en mode attaque, c'est-à-dire tu te mets en mode je suis prêt à prendre des risques, je suis prêt à y aller, j'investis en pub. Et là, tu commences à gagner. Et à partir du moment où tu as gagné un montant qui te mettrait mal à l'aise de le perdre, tu commences à passer en mode défensif. Et quand tu passes en mode défensif, c'est là où tu commences à perdre. Parce que du coup, tu veux conserver, t'es plus prêt à prendre de risques et tu te fais avaler par le marché, tu vois. Et du coup, donc ça m'amène au point de l'argent, l'aisance avec l'argent. Avec Jérémy, il y a un truc qui est fascinant chez lui, c'est que je pense que c'est dû à plein de choses, tu vois. Mais c'est quelque chose que je trouve fascinant parce que c'est un truc que moi j'ai jamais vécu. J'ai jamais vécu de par ma situation, mon environnement familial et plein de choses, tu vois. Mais c'est être à l'aise à l'idée de continuer à dépenser de l'argent en pub, même quand ça va pas. Il y a des périodes de crise dans une entreprise, tu vois, où Bien tu te sûr. dis putain là on fait rentrer moins que ce qu'on voudrait et tout. Et, il y a, et lui continue d'investir en pub. Alors que moi, franchement, T'aurais j'aurais coupé. paniqué, j'aurais tout coupé, tu vois. Ce qui est la mauvaise décision, je le sais en plus. Mm. Mais ça, être à l'aise à l'idée d'investir, de voir des sommes partir en fumée, de prendre des risques et de continuer à le faire même quand t'as gagné beaucoup et que t'as sécurisé des choses, ça c'est incroyable. Et ça Ouais. c'est ce qui empêche beaucoup de gens de scaler. Ouais. Ça demande effectivement un détachement vis-à-vis de l'argent. Et moi, je le fais, par exemple, là, j'investis pour des clients où on se lance en pub. Et en fait, bon, quand j'investis pour un client, c'est comme si c'était mon argent à moi, hein. C'est pareil. Mais oui, cette peur de dire, oh là là, on a déjà mis 1 000 €, il n'y a rien. Ça fait, c'est un piège effectivement dans lequel on tombe. Alors après, effectivement, hein, il faut savoir aussi prendre le recul, analyser et dire, ok, il y a vraiment un problème sur ça. Là, on va couper pendant 2 semaines, le temps de refaire, parce qu'on a vraiment identifié un vrai problème. Et même si on est à l'aise avec l'argent, faut pas non plus cramer de la thune pour rien. Mais c'est vrai que ce piège de dire, oh là là, ça y est, il y a une mauvaise semaine, on arrête tout, on remet tout, ça arrive très vite et il faut effectivement se méfier de ce piège-là. Ouais, bah tu vois, typiquement, il y a un gars que j'aime bien et tout, qui, qui, qui veut scale son business depuis des années. Il doit faire 4 ans qu'il est bloqué à 25 000 par mois. Ouais. Donc, 25-30 000. Et à chaque fois, quand je lui demande, tes pubs là, t'en es où? Il me dit, ah bah là, j'ai coupé là, cette semaine, ça allait pas trop. Et en fait, moi, à chaque fois, la réflexion que je me fais quand il me dit ça, c'est, en fait, il n'y a pas qu'une différence, mais la différence entre lui et quelqu'un qui va réussir à scaler alors qu'il a commencé après lui, c'est qu'il va pas couper son budget. Genre, juste factuellement, tu vois. Mm. C'est pas la même prise de décision, quoi. Ouais. Non, ça c'est vrai que la pub, c'est un truc qui fait peur, hein. Moi, j'ai rencontré des entrepreneurs, d'ailleurs, ça m'inspire une prochaine vidéo YouTube que je vais faire sur ça, qui, la fille, elle faisait 800 000 € de chiffre d'affaires annuel. Donc ça commence à être très beau, 100% organique. Et je lui dis, mais tu fais pas de pub? Elle me dit, non, j'ai peur. Mais c'est incroyable, tu vois, des personnes qui arrivent à ce niveau, qui font presque 1 million, juste en organique, avec un compte LinkedIn. C'est-à-dire que demain, elle perd son LinkedIn, elle perd son business, quoi, grosso modo. Bon, elle a sa liste mail, certes. Mais tu te dis, même à ce niveau-là, elle a peur de faire de la pub. Alors qu'elle validait son offre sur le marché, et tu sais, le fameux 0 à 1, quoi. C'est le plus dur. Une fois que tu as fait le 1, et elle a fait plus que 1, elle a fait 800 000. Mais malgré ça, elle avait peur de lancer en pub, peur de perdre. L'aversion à la perte, c'est un biais puissant. Ouais. Mais ce qui est ouf en plus, c'est que, tu vois, 800 000, du coup, j'imagine qu'il y a beaucoup de profit dans les 800 000, sauf si elle a une équipe média et qui est énorme. Je pense que oui, ouais. Il y avait une équipe. Ouais, tu penses que ouais? Ouais, Mm. ok. Mais en tout cas, les business ads, pour faire 800 000 de profit, ils vont vouloir au moins faire 2 millions de CA, quoi, tu vois. Et ils sont contents avec 800 000 de profit. Et donc elle, je pense qu'il faudrait qu'elle aille dans un mastermind pour se rendre compte Pas de, lié. de C'est ça le problème, c'est les liés.
Putain. C'est un autre problème, mais oui, oui, elle y est. Donc, oui, oui, non, mais la peur de perdre, elle est forte. Et tu fais bien de le souligner, hein. C'est, euh, c'est un élément. Mais en tout cas, je pense que ça sera intéressant et ça va intéresser les personnes de l'audience qui vont écouter ça parce que clairement, on est sur une chaîne où les gens sont là pour apprendre à scaler. Et c'est des bons insights que tu nous donnes. Encore merci pour ça, c'est vraiment cool. Euh, je voulais juste terminer un petit peu une partie sur toi et puis après, je vais te libérer parce que tu as des choses à faire, tu as des choses sur le feu sans doute, mais toi, qu'est-ce qui Ça fait t'a combien de donné temps là cette... déjà? Ça fait 39 minutes, Ok, moi ça passe vite. ça passe vite, hein. Tant mieux, tant mieux. Le contraire serait mauvais signe. Oui. Mais toi, du coup, qu'est-ce qui t'a donné cette façon de penser, cette façon unique que tu as de penser et de déceler les choses dans les entreprises? Euh, Elle est intéressante cette question. Ah, ça flatte mon ego. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir une façon de penser unique. Mais c'est vrai que j'ai une façon de penser qui a de la valeur pour les entreprises. Puisque sinon elles voudraient pas travailler avec moi. Sans doute. Euh, comment j'ai comment j'ai développé ça? Euh, c'est ça ta question, c'est comment j'ai développé ça? C'est ça, d'où ça vient, exactement. Comment tu l'as Ouais. développé? Et je pense qu'il y a plusieurs déjà types de profils. Tu vois, il y a les créatifs, il y a les personnes structurées, il y a les opérationnels. Et, et ce qui est aujourd'hui une force, moi, ça a beaucoup été une grosse faiblesse. Notamment pour faire passer un business de 0 à 1. Ouais, Pendant longtemps, j'ai essayé de faire passer mes propres business de 0 à 1. Et j'ai ouais. toujours galéré. Mm. Pourquoi? Parce que je me perdais dans les détails, parce que je voulais comprendre l'ensemble d'une situation avant de passer à l'action. Donc, j'avais pas la vitesse. Parce que j'avais besoin de comprendre et d'aller en profondeur sur toutes les choses. Donc finalement, j'apprenais, mais je faisais pas. Ou en Mm. tout cas, je faisais, mais sauf que la personne qui passe à l'action directe sans réfléchir, elle allait toujours plus vite, plus loin que moi. Ouais. Plus loin, je sais pas, aujourd'hui, puisque au final, la plupart des gens avec qui j'ai commencé, ils ont arrêté. Mais en tout cas, plus vite. Et du coup, c'est une façon de penser que j'ai toujours eue, qui est naturelle. Je pense qu'il y a des profils analytiques, il y a des profils qui sont pas Ouais. analytiques. Moi, je pense que je suis un artiste refoulé, je pense, et je suis refoulé dans l'analytique, tu vois. Ok. Et, et que si demain, par exemple, si je suis multimillionnaire, je pense que demain, je fais à la fois du travail analytique, mais aussi beaucoup plus de travail artistique. Voilà. Genre, typiquement, je, là, il y a des choses pour peindre. Ouais. Ça se trouve, je me lancerai dans la peinture, tu vois. Enfin, Mm. je dis ça comme ça, tu vois, mais je sais que, par exemple, la musique, c'est quelque chose que je kiffe. Ouais. Euh, L'écriture, c'est quelque chose que j'adore. J'ai commencé par l'écriture, d'ailleurs. Et en fait, après, c'est l'expérience. C'est-à-dire que, une fois que tu es analytique, tu commences à voir des patterns dans les organisations. Et les patterns reviennent. Ce sont des choses qui reviennent. Et tu commences surtout à voir des, des conséquences indirectes à ces patterns. Et donc, en fait, une fois que tu vois des conséquences indirectes, tu commences à dire, OK, donc il y a telle situation. Je l'ai déjà vu 4 fois cette année. Et cette situation, ces 4 fois, elle a amené à ça, ça, ça. Du coup, je prédis que si tu fais ça, il va se passer ça, ça, ça. Mm. Ok. Et la plupart du temps, du coup, je suis juste. Donc, du coup, pour répondre à la question, concrètement, comment je l'ai développé? Il y a une partie qui est naturelle, genre innée, et je pense que ça peut l'être pour tous. Il y a une partie d'expérience. Dans la We Level Academy, je transmets cette expérience. Et forcément, bah, les gens qui sont analytiques, de toute façon, les gens qui m'écoutent, généralement, ils sont un peu analytiques. Mm. Bah, du coup, ils seront capables de penser de la même manière pour aider les entreprises. Ouais. Euh, ouais, voilà. Ok.
Ouais, c'est rigolo parce qu'il y a encore cette notion de vitesse qui revient. Ça, c'est un pattern récurrent, pour rester dans le terme des patterns. Mais ce que j'entends aussi, c'est que ce qui t'a desservi à toi quand tu voulais développer tes propres business, euh, c'est devenu une force qui t'aide à accompagner d'autres. Et du coup, j'imagine que tu es conscient aussi des erreurs du passé, parce que c'est ce que tu fais aussi. Tu vois les erreurs qui ont été mises en place dans d'autres business, tu les repères et ça te permet de les anticiper. Et j'imagine aussi que maintenant, vu qu'avec la Willever, bah, tu reviens à tes premiers amours et tu redéveloppes ton propre business, tu sais aussi les axes sur lesquels tu as tendance à partir dans la mauvaise direction et tu arrives à... Je pense que maintenant, aujourd'hui, en gros, tu agis plus vite pour développer la Willever que ce que tu faisais il y a 5-6 ans, quoi, j'imagine. Ouais, carrément, carrément. Et puis j'ai compris d'autres choses sur le chemin. J'ai compris que ce chemin, je voulais pas le faire seul, que ça avait beaucoup plus de sens à le faire avec des gens. Ouais, Euh, j'ai compris que oui, en fait, je vais t'expliquer ce que j'ai compris sur le chemin. Je vais t'expliquer ça, mais avant, je veux rebondir sur sur ce que t'as dit. 0 à 1, c'était un enfer pour moi. mm, Mais par contre, de 1 à 10, de par cette capacité analytique, les gens qui ont déjà un product market fit, les gens qui ont déjà une boîte qui tourne un peu, c'est hyper facile pour moi de leur dire fais ça, 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 et tu vas obtenir tel résultat parce que je suis capable de voir les différents scénarios. Et toi aussi, t'es capable aussi. Et tous les gens dans la Whatever, ils apprennent à devenir des gens capables de faire ça. mm. Et de 1 à 10, c'est beaucoup plus facile puisque, enfin, c'est beaucoup plus facile pour nous, enfin, pour les gens qui sont comme nous, en fait, enfin, comme moi, hein, quoi. Je vais pas dire que t'es comme moi, tu vois, mais pour les gens qui sont comme moi, c'est beaucoup plus facile puisque tu as déjà de l'attraction et tu multiplies simplement 1 par un facteur 10 et non plus 0 parce que tu pars de 1, tu pars plus de 0. Mm. Euh, ouais. Et du coup, ce que j'ai compris sur mon chemin, donc ce qui me permet d'aller vite maintenant, c'est que déjà je suis plus seul. Euh, j'ai un sens. J'ai beaucoup. Avant, mon sens c'était être libre et gagner de l'argent. Ouais. Maintenant, mon sens c'est faire ça pour le kiff, toujours gagner de l'argent, mais le faire à plusieurs. Ok. Donc voilà, ça c'est hyper important pour moi. Et qu'est-ce que j'ai compris d'autre? Sur le chemin, j'ai compris que ouais, vitesse, La vitesse. vitesse. T'as une idée, nous maintenant j'ai une idée, je l'implémente dans la semaine. Avant je mettais 3 mois. Ouais. C'est aussi Ah, simple mais que comme ça. ça, t'as le feedback et tu sais si c'est bon ou pas, quoi. Tiens, Ouais, exact. ah, c'est mon cheval de bataille aussi. Et ok, j'ai encore 2 questions pour toi, Exarius. Et Ouais, après, t'inquiète, j'ai le temps, j'ai encore 30 minutes si tu veux. ça va trop bien. Si tu devais passer un message à un entrepreneur qui écoute cette interview jusqu'à maintenant, donc on a quand même, tu vois, le taux de rétention, hein, il fait comme ça toujours, donc les vrais de vrais qui regardent jusqu'à la fin, il faudrait qu'ils nous laissent un petit commentaire, comme ça on sait que c'est les vrais. On verra quel commentaire on va leur dire de nous laisser. Mais si tu devais laisser passer un message à un entrepreneur qui aujourd'hui rêve de passer son business au niveau supérieur, si tu avais une astuce à lui donner maintenant, ça serait laquelle? Ça serait, il y en aurait, ouais. Identifier ton goulot d'étranglement. Donc, identifie ton, comment on dit, enfin, j'allais traduire en anglais bottleneck et ton frein. Identifie ce qui te bloque aujourd'hui. Ouais, le boulot d'étranglement, c'est Ouais. vraiment... Si tu arrives à identifier ça avec précision et à faire en sorte que c'est juste, tu as résolu la moitié du problème. Parce que Oui, la plupart des gens, ils font l'inverse. Ils se trompent sur sur la contrainte à résoudre et ils résolvent la mauvaise contrainte. Du coup, forcément, bah, ils avancent pas. Si tu résous la bonne contrainte, tu as résolu la moitié de ton problème. Et après, l'autre moitié, c'est juste de mettre en place les choses. ouais. Donc, je dirais que c'est ça. Et du coup, pour ça, il y a deux choses, tu vois. Soit tu es dans un mastermind ou dans un accompagnement qui te permet de voir ça, soit tu as un marketeur comme Fred qui te permet, qui te dit directement où sont les contraintes et qui va même les résoudre tout seul. Mm. Mais dans l'une soit tu aimes faire ton marketing et du coup bah tu vas apprendre à le faire avec un mastermind, soit tu recrutes quelqu'un qui va pouvoir le faire avec toi.
Donc je Mm. dirais que c'est ça. Ok. C'est dommage, j'avais une idée qui m'a popé quand tu étais en train de parler de ça, et puis je sais pas, il y a dû avoir un micro truc qui m'a fait penser à autre chose. Tant pis, j'ai raté Ouais, c'est chiant ça. l'opportunité de rebondir sur un truc que tu étais en train de dire, qui était un pattern. Ah oui, si, ça y est. C'est justement ce que tu dis là, identifie ton goulot d'étranglement. Clairement, je crois que c'est toi ou Jérémy, parce que j'ai écouté tellement de vos épisodes, je suis dans le top 0,1% de vos auditeurs de Brennan Bullshit. Hein. Je t'ai envoyé la capture d'écran la dernière fois. Mais du coup, un truc qu'il y a, c'est il faut pas réparer quelque chose qui n'est pas encore cassé. Et je vois, moi, personnellement, en tout cas, plusieurs personnes que je vois autour de moi qui parfois passent des heures à peaufiner un truc vraiment parfait, alors qu'il a jamais cassé en fait. Et que clairement, le coût d'opportunité de travailler sur un truc qui n'est pas cassé, c'est tellement un gâchis d'avoir pris ce temps pour faire ça. Alors qu'en fait, c'est pas sur ça que tu as le plus de levier, c'est plutôt sur ça. Et des fois, bon, on passe pas assez de temps, quoi. Côté perfectionniste, je pense qu'il y a un vrai, qu'il y a Hmm. un vrai frein dans la vie. Ouais, clairement. Mais tu vois, typiquement, ça, c'est quelque chose que je faisais tout le temps quand je voulais lancer, quand je remonte en 2017-2018, je lançais mes business. En fait, moi, je créais un business il pouvait vraiment accueillir, faire 1 million. Le business, il pouvait faire 1 million, mais il faisait 2000 par mois, tu vois. Genre, j'avais déjà tout créé, tout réparé. S'il se passe ça, t'inquiète, j'ai préparé ça et tout. Le truc, c'était parfait, et au final, j'avais juste pas à avoir de clients. Donc, mais c'est ça. C'est un bon rebondissement. Ouais, mes enfants, ils regardent Vice Versa 2, et c'est l'émotion, l'anxiété. Ouais, il est tout le temps dans l'anticipation, c'est elle prévoit tout ce qui peut y arriver. Et du coup, bah, ça se passe pas bien, parce que 95% de ce qu'on imagine n'arrive jamais. Ça, c'est Lead the Field, un super livre que je te recommande si tu connais pas, Earl Nightingale. Lead the Field, vraiment un pépite. Je pense que je ferai le résumé de ces jours, il est trop bon ce livre. Pour conclure, où est-ce qu'on peut te suivre? Si on veut prendre contact avec toi pour nous accompagner ou pour former un bras droit, enfin, où est-ce qu'on peut te suivre, te contacter? Ouais, tu peux me contacter sur Instagram. Ouais, Sur Insta, je Xarius mettrai en, Hobby. yes, je mettrai ton lien vers ton compte Insta du coup. Ok, top. Bah, excellent. Merci beaucoup, Xerius, d'avoir été là. Je pense qu'il y a pas mal de pépites là pour ceux qui ont écouté jusqu'à maintenant. Et vous allez marquer en commentaire vitesse. Voilà, ça veut dire que vous avez écouté jusque-là. Parce que c'est quand même un thème qui est revenu pas mal de fois. Et au moins, on saura que vous faites partie des vrais qui ont écouté tout entier. Excellent. Notez vitesse en commentaire. Vitesse en majuscule. Hein. Excellent. Merci, Ok, Xerius. trop bien. À bientôt. Merci à toi. Ciao, ciao. À bientôt.